Le 20 juillet 1969, à 9h56 heure de Houston, l'astronaute Neil Armstrong réalisait pour la première fois de l'histoire l'un des plus grands rêves de l'homme, poser un pied sur la Lune. L'événement est tel qu'un demi-milliard de téléspectateurs suivent l'exploit en direct dans le monde entier. Partout dans le monde, les gens avaient les yeux rivés sur Neil Armstrong, descendant l'échelle du module lunaire et faisant les premiers pas sur la Lune. Apollo aura été un programme spatial considérablement ambitieux, certainement le plus ambitieux de l'histoire. Avec près de 140 milliards de dollars actuels investis et plus de 400 000 personnes mobilisées, il serait totalement impossible de le reproduire aujourd'hui. Le budget de la NASA est de 20 milliards de dollars. À l'époque, c'était 60 milliards. Car peu de personnes le savent, mais cet exploit technique n'aurait jamais dû réussir tant les obstacles ont à plusieurs reprises failli avoir raison d'Apollo. À l'époque, les défis étaient si nombreux qu'il était impossible d'imaginer voir l'Amérique se poser sur la Lune en seulement 8 ans. C'était presque irréalisable dans les délais impartis. On n'était jamais allé en orbite et on se lançait à l'assaut de la Lune. Incapacité technique, coûts démesurés et drames humains qui coûteront même la vie à un équipage lors des premiers tests. L'Amérique n'aura reculé devant rien. Seul comptait le succès. S'il s'était éjecté 1 ou 2 secondes plus tard, il mourrait. Même l'assassinat du président Kennedy, qui avait lui-même lancé le programme Apollo 2 ans plus tôt, ne freinera pas cette course spatiale. Car dans les années 60, la conquête de la Lune était bel et bien une compétition en pleine guerre froide entre les Américains et les Soviétiques. Une compétition sans limite. Ingénieurs, directeurs de vol, astronautes, journalistes, tous ont accepté de raconter les années les plus intenses de cette course à l'espace, ses meilleurs moments et ses drames. Nous allons ramener ces hommes. L'échec n'est pas une option. C'est l'histoire d'un programme qui a bien failli s'arrêter dès le départ. Mais en ce mois de juillet 1969, Apollo 11 avait rendez-vous avec la légende. C'était le pari d'un président et d'un pays tout entier. « 18 juillet 1969, à 88 000 km de la Lune. La mission américaine Apollo 11 a décollé 2 jours plus tôt de Floride, sans savoir qu'elle allait marquer le monde entier à jamais. Son objectif est inédit. Poser 2 hommes sur la Lune, réaliser quelques expériences scientifiques, prélever des échantillons et repartir. Les astronautes Buzz Aldrin et Neil Armstrong ont quitté le module de commande d'Apollo 11 pour aller inspecter le module lunaire, le LEM. C'est ce vaisseau à la forme étonnante qui doit les conduire sur la Lune, pendant que le pilote de la mission, le 3e astronaute Michael Collins, les attendra en orbite dans un autre vaisseau. Une prouesse technique digne d'un film de science-fiction. Apollo 11 était évidemment différente de toutes les autres missions. C'est l'une des plus grandes missions d'exploration de l'histoire de l'humanité. Car peu de personnes se souviennent qu'Apollo 11 n'était que le point culminant d'une série de missions extrêmement risquées et complexes, qui devaient toutes franchir une étape pour réussir ce long voyage. Le 20 juillet 1969, un peu plus de 4 jours après le décollage,
l'étape est cependant inédite. L'incroyable module lunaire doit tenter le premier alunissage humain de l'histoire. Aucune mission précédente n'était allée jusque-là. Et dans la salle de contrôle de Houston, on se prépare au pire scénario. Je ne pensais pas que cette mission allait être un succès. Je me disais que l'alunissage allait réussir au bout du 4e essai. Les États-Unis se préparaient à l'éventualité que les astronautes meurent sur la Lune. Aucun retour en arrière n'est possible. Le vaisseau Apollo, composé des 2 modules, fonce vers la Lune et prépare sa mise en orbite lunaire. Dans quelques heures, le LEM pourra se détacher et descendre vers la Lune. Ce trajet a déjà été emprunté avec succès par des missions Apollo précédentes, quelques mois plus tôt, pour préparer le terrain, mais sans jamais alunir. La différence, là, est de taille. Apollo 11 devra, elle, se poser sur la Lune et en repartir. Tout se déroule comme prévu, mais une information confidentielle affole la NASA au centre de commande de Houston. Quand la NASA préparait le lancement d'Apollo 11 vers la Lune, l'URSS lançait son propre vaisseau spatial pour une mission similaire. Luna 15, une sonde soviétique non habitée, a décollé 3 jours avant Apollo 11. Elle est déjà en orbite autour de la Lune et prépare son alunissage. Une collision avec Luna pourrait être fatale aux astronautes américains. Et en pleine guerre froide opposant l'URSS et les États-Unis, le drame aurait un retentissement sans précédent. Heureusement, le trajet de Luna 15 et d'Apollo 11 sera légèrement différent et les 2 missions ne se croiseront jamais. L'une marquera l'histoire, l'autre finira par s'écraser sur la Lune dans l'indifférence générale. Cet incident marquera le paroxysme de la course à l'espace entre soviétiques et américains. Une compétition sans limite lancée 10 ans plus tôt et largement dominée par la puissance soviétique. Une compétition qui aura été fondamentale en accélérant les développements techniques et en donnant aux Américains la force d'aller toujours plus loin vers l'inconnu. « 4 octobre 1957. Une petite sonde de 60 cm de diamètre est placée en orbite à 900 km autour de la Terre. Elle s'appelle Sputnik 1 et elle est soviétique. L'URSS vient d'envoyer en orbite le premier satellite artificiel qui récoltera des données sur le champ magnétique terrestre. On a vécu une humiliation quand les Soviétiques ont lancé Sputnik. On s'est rendu compte que l'on n'avait pas les ingénieurs, les scientifiques et le personnel pour mener à bien un tel programme. Son bip mémorable narguera les États-Unis dans une guerre froide où la compétition scientifique entre les 2 puissances était en réalité militaire. La communauté scientifique et les renseignements américains savaient que les Russes allaient lancer un satellite en 1957 ou 1958. C'était terrifiant puisque pouvoir lancer un satellite revenait aussi à pouvoir lancer une tête nucléaire. La course était lancée. Notre volonté de l'emporter et la nécessité de rattraper notre retard ont été une vraie source de motivation. Dans l'euphorie, les Soviétiques lancent alors le programme Luna, puis accomplissent un exploit en envoyant le premier homme dans l'espace, Youri Gagarin, le 12 avril 1961. C'est incontestable, l'URSS est un pionnier. Les Russes avaient de plus grosses fusées. Les Russes avaient des navettes plus solides qui avaient volé plus haut et plus loin. Youri Gagarin était le premier humain à être allé dans l'espace. Aveuglés par leur victoire, les Soviétiques oublieront pourtant que les États-Unis disposent d'un atout de taille, l'argent. Car en coulisses, une armée de talents se prépare au sein d'une agence spatiale créée 3 ans plus tôt, la NASA, l'agence américaine chargée de développer les projets civils d'exploration spatiale.
John Fitzgerald Kennedy, tout juste élu président, sera la figure de cette nouvelle Amérique victorieuse. Le 12 septembre 1962, à l'université Rice de Houston, Kennedy prononce un discours mémorable qui engage toute une nation. Le programme Apollo est né. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. John Kennedy a effectué nombre de discours au cours de sa carrière. Mais dans celui-ci, un verbe ressort, le verbe choisir. Il dit « Nous choisissons d'aller sur la Lune ». Cela souligne la puissance de l'initiative américaine et la volonté de l'Amérique d'être un pionnier dans ce domaine. Notre deuxième fusée Atlas venait tout juste d'exploser. Alan Shepard venait d'effectuer un vol habité dans l'espace de 20 minutes. On n'était jamais allé en orbite. Et on se lançait à l'assaut de la Lune. Notre réaction a été « Mon Dieu, le président nous demande l'impossible ». Puis on s'est dit « Il nous a demandé de le faire, donc on a intérêt de s'y mettre ». Un pari en effet quasi impossible pour un programme qui s'annonce déjà colossal et dont le budget prévisionnel effraiera Kennedy en personne. Peu de temps après avoir lancé le défi de l'alunissage, le président Kennedy a essayé de revenir sur ses propos, en argumentant que cela pourrait être extrêmement onéreux et dangereux. Le président américain ira finalement jusqu'au bout en confirmant que l'Amérique serait sur la Lune avant la fin des années 60. Sans ce défi incroyable, cette nation n'aurait jamais lancé Apollo si tôt et si vite. Pourtant, Kennedy n'aura pas le temps de voir son rêve s'accomplir. Le 22 novembre 1963, à 12h30, le 35e président des États-Unis est assassiné à Dallas, au Texas. Apollo aurait pu s'arrêter net. Mais l'appel du président avait été entendu. Et déjà dans le pays, des dizaines de milliers de jeunes n'avaient qu'un seul rêve, faire partie de l'aventure. J'ai répondu à une annonce qui montrait une image de la Lune et qui disait « C'est à nous d'inventer un moyen d'aller sur la Lune et d'en revenir ». Au moment de l'alunissage, les personnes qui prenaient les décisions techniques dans le centre de contrôle avaient en moyenne 27 ans. Il y a eu toute une génération d'enfants inspirés par Kennedy qui ont voulu faire partie de l'aventure scientifique et technologique au sein du programme spatial. Mais la médecine et plein d'autres secteurs ont aussi attiré ces jeunes grâce à cet état d'esprit. Voilà ce qu'on est capable de faire. En 1967, les programmes Mercury puis Gemini, lancés depuis la création de la NASA, ont rempli leurs objectifs. Placer un homme en orbite autour de la Terre pour développer ensuite une technique de vol spatiaux habité. L'agence américaine est confiante. Le programme Apollo peut débuter. Mais pour atteindre le Graal, se poser sur la Lune, il y a plusieurs étapes à franchir, chacune représentée par une mission Apollo. C'est ainsi que début 1967, les tests d'Apollo 1 commencent. La mission a été préparée en un temps record, ainsi que le vaisseau qui doit abriter les astronautes, appelé module de commande et de service. Afin d'arriver sur la Lune avant l'URSS, la NASA a travaillé très vite, et ses fournisseurs aussi. Pour les astronautes, travailler à la NASA pendant cette période était comme participer à une course effrénée. Ils faisaient tout pour développer un engin capable de voyager dans l'espace le plus vite possible. Au moment d'Apollo 1, personne n'aurait pu prédire quelle mission arriverait jusqu'à la Lune. Il fallait tester chaque élément, de la fusée au vaisseau, rendant ainsi chaque nouvelle mission toujours plus périlleuse. Le 27 janvier 1967, l'équipage d'Apollo 1, composé de Gus Grissom, Ed White et de Roger Chaffee, commence une répétition en conditions réelles dans une version d'essai du vaisseau positionnée tout en haut de la fusée.
Cette répétition doit être suivie quelques jours plus tard du décollage et d'une mise en orbite des 3 hommes autour de la Terre dans le module Apollo. Mais une fois enfermé dans l'enveloppe étanche du module de commande, l'équipage constate que les communications avec les équipes au sol sont défaillantes. On avait des problèmes sur nos comptes à rebours et des soucis de communication. L'équipage a signalé une odeur nauséabonde à l'intérieur du module. Nous nous sommes arrêtés pour résoudre les problèmes et nous avons continué. Après 5 heures de test, une surtension est détectée dans le circuit électrique. Au sol, les ingénieurs sont trop concentrés sur le problème pour comprendre qu'il faut immédiatement évacuer les astronautes. À 6h27 ce matin-là, on a arrêté le compte à rebours avant de passer de l'alimentation extérieure de la rampe de lancement à l'alimentation intérieure du vaisseau. 4 minutes plus tard, nous entendions les cris terrifiés de l'équipage pendant qu'il mourait. Une étincelle vient de transformer le vaisseau rempli d'oxygène pur en brasier. La violence de l'incendie sera telle que les 3 astronautes mourront sur le coup. L'intérieur du vaisseau a littéralement fondu et il faudra près de 2 heures pour en sortir les corps. La NASA en avait conscience, les astronautes et l'administration aussi. On est allé trop fort, trop vite. Tout le monde savait que la navette présentait des problèmes, qu'elle pouvait tuer quelqu'un. Et en effet, avant même que quelqu'un ne décolle, le premier de ces vaisseaux a tué quelqu'un. Le vaisseau d'Apollo 1 n'était pas prêt. En voulant aller trop vite, la NASA a oublié que le spatial laisse rarement une seconde chance. Les détails du programme Apollo sont revus de fond en comble pendant près de 2 ans. Parmi eux, la fusée qui doit envoyer les astronautes jusqu'à la Lune, baptisée Saturne V, et le module de commande et de service qui venait de prendre feu. Ce module est pourtant essentiel. C'est lui qui doit conduire les astronautes jusqu'à la Lune. Avant l'accident d'Apollo 1, la NASA était certaine d'avoir fabriqué le vaisseau spatial le plus abouti de l'histoire. Le CSM, ou module de commande et de service, composé de 2 parties essentielles. L'une contenant les éléments de survie, le carburant et les systèmes de propulsion, l'autre abritant l'équipage. Le module de commande, c'est la capsule, celle où ils se trouvent, leur habitacle, là où ils vont vivre pendant presque 15 jours. Et le module de service, c'est un énorme cylindre qui contient tout ce qui sert de support vie. C'est le CSM qui, après avoir été propulsé par la fusée Saturne V, naviguera dans le vide de l'espace jusqu'à la Lune avec le module lunaire, le LEM, fixé sur sa tête. L'idée de départ est simple. Le CSM doit atteindre la Lune, se positionner en orbite et envoyer 2 des 3 astronautes via le LEM, le module lunaire, sur la Lune. Le module de commande est une zone de vie de 6 mètres cubes à peine pour 3. Son tableau de bord est le centre névralgique du vaisseau, car il permet de vérifier et de corriger la trajectoire. Le vaisseau Apollo était une merveille d'assemblage d'une incroyable complexité. Le tableau de bord du module de commande possédait à lui seul près de 500 boutons. Derrière le module de commande se trouve le module de service. Il mesure 5 mètres de long sur presque 4 mètres de large et contient les moteurs, les carburants et les antennes de communication. Seul le module de commande rentrera sur Terre, mais le voyage le mettra à rude épreuve. Un casse-tête pour la société en charge de sa conception. Car peu de personnes le savent, mais la NASA n'a pas géré seule la fabrication des éléments du programme Apollo. Pour la première fois de l'histoire,
une agence spatiale mobilisera un nombre de sous-traitants inouï. On a tendance à oublier que 90% du budget de la NASA dans la course à la Lune servait à payer des fournisseurs américains. Il y avait des centaines de fournisseurs et de sous-traitants à travers le pays chargés de concevoir chaque composant d'Apollo. Au milieu des années 60, quand le programme battait son plein, la NASA comptait 36 000 employés et 360 000 fournisseurs. On approchait donc les 400 000 personnes au total. North American Aviation a remporté le marché du vaisseau Apollo. Mais sa conception est si laborieuse que les retards s'accumulent. En 1965, la NASA exige que le module soit prêt pour 1967. L'accident mortel d'Apollo 1 donne un coup de frein à sa fabrication pendant près de 2 ans. Mais il permet aussi de repenser le vaisseau. Plus de 1340 modifications techniques sont appliquées. De l'ouverture de l'écoutille aux câbles électriques, tout est amélioré. Pendant ce temps, la NASA lance Apollo 4, 5 et 6, des missions test sans équipage. L'ultime version du CSM sera testée lors de la première mission habitée, Apollo 7, qui décollera en octobre 1968. Le destin semble sourire au programme lunaire. Mais une information confidentielle vient perturber les plans de l'agence spatiale américaine, qui décide alors de prendre un risque inconsidéré. Au printemps 1968, la CIA apprend que l'URSS s'apprête à lancer une mission zonde habitée autour de la Lune avant la fin de l'année. L'information fait l'effet d'une bombe au sein de la NASA. Les Russes semblaient vouloir passer à l'offensive pour envoyer un cosmonaute sur la Lune à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution d'octobre. Les Américains avaient peur qu'ils y parviennent avant eux. Apollo n'était pas un programme d'exploration, mais un programme pour battre l'Union soviétique. La fusée était prête, le module de commande Apollo était prêt, mais pas le module lunaire. La décision a donc été prise de modifier la programmation des essais et d'essayer d'envoyer des astronautes sur la Lune le plus vite possible. La conception du module lunaire, dernier maillon du programme, a pris trop de retard. Impossible de le tester pour l'instant. Alors, en attendant, afin de ne pas se faire devancer par les soviétiques dans cette course technologique, les États-Unis décident d'envoyer un équipage autour de la Lune en orbite sans module lunaire. Contre toute attente, l'agence américaine impose un nouveau planning. Et Apollo 8, qui ne devait pas orbiter autour de la Lune, se voit alors confier un objectif totalement inconcevable. La NASA a pris l'incroyable et improbable décision de faire passer Apollo 9 avant Apollo 8 et de ne pas passer par l'étape du vol en orbite autour de la Terre. Le message était « Envoyez ce vaisseau, faites-le graviter 10 fois autour de la Lune et revenez sur Terre. Cela va changer notre programme et l'humanité. » L'équipage, composé de Bill Anders, James Lovell et Frank Borman, avait prévu de passer Noël en famille à Acapulco. Mais à la place, il le passera en orbite autour de la Lune, sans aucune garantie de succès. Le 21 décembre 1968, l'équipage est placé tout en haut de la fusée Saturn V, tout proche du site de lancement où les hommes d'Apollo 1 avaient perdu la vie 2 ans plus tôt. La première fois que vous voyez un vaisseau spatial, vous venez juste d'être sélectionné comme astronaute, la fusée, vous la voyez comme un objet qui va vous exposer à un grand danger. Vous la redoutez. Mais au moment où un astronaute part, il s'est approprié le vaisseau. Et ça ne devient plus un ennemi, mais un ami qui va vous protéger de l'environnement hostile. À 7h51, Saturn V décolle. Un véritable monstre des airs dont la puissance reste encore inégalée aujourd'hui. Un engin de 111 mètres de haut, pesant plus de 3000 tonnes au total, ayant la capacité d'envoyer un vaisseau en orbite
grâce à 3 étages. Le premier étage est propulsé par 5 moteurs brûlant 81 000 litres de kérosène et 13 200 litres d'oxygène en seulement 2 minutes 30 secondes. Chaque étage s'allume l'un après l'autre pour un décollage en 3 temps. Saturn V, le plus grand projet des États-Unis encore à ce jour, a demandé l'expertise de plus de 100 000 experts pour sa conception. Et en voyant l'incroyable fusée disparaître dans le ciel bleu de Floride, plus personne n'a en tête le défi relevé par les concepteurs de Saturn V. Car quand Kennedy lance l'Amérique à la conquête de la Lune au début des années 60, rien ne dit qu'un tel engin peut voir le jour. En 1961, ni les États-Unis ni l'URSS n'avaient de fusée assez puissante pour envoyer des astronautes sur la Lune et les faire revenir sur Terre. Aucune fusée comme celle-ci n'avait jamais été construite. On n'était même pas sûr que ce soit possible. Pour parvenir à ce qui deviendra un exploit, l'Amérique recrute un ingénieur allemand brillant qui n'est autre que le concepteur des missiles balistiques V2 pendant la Seconde Guerre mondiale, Wernher von Braun. Von Braun, nommé directeur du centre de vol spatial Marshall, mettra ses compétences au service de la NASA, l'agence spatiale américaine. Et sans lui, l'Amérique n'aurait certainement pas pu mettre au point la fusée la plus puissante de l'histoire. Conçue en moins de 10 ans, Saturn V est une prouesse dont le résultat donne le vertige. La fusée est une véritable mégastructure aussi haute qu'un terrain de football et large de 10 mètres. Saturn V était une fusée énorme. Aucun lanceur n'a jamais égalé sa puissance et sa capacité depuis le programme Apollo. Difficile, même pour un équipage chevronné, de ne pas être impressionné par cet engin immense. On avait simulé tous les aspects de la mission, avec tous les échecs possibles. Mais on était loin d'imaginer le niveau de vibration au moment du décollage. C'était incroyable. C'était tellement bruyant, on ne s'entendait pas réfléchir. Nous étions violemment projetés de tous les côtés. Et je me suis dit, mon Dieu, si nous n'avons jamais simulé ça, qu'est-ce qu'on a oublié d'autre? Apollo 8 est en effet l'une des missions essentielles pour amorcer le succès d'Apollo 11. Pour la première fois, des hommes seront en orbite autour de la Lune. Et personne ne sait exactement ce qui attend l'équipage. Je pense que c'était la mission la plus risquée de l'histoire du programme Apollo. Nous faisions tout pour la première fois. Les logiciels à bord du vaisseau, le centre de contrôle de mission, toutes les techniques de navigation devaient faire leurs preuves. Après 9 minutes de vol, le vaisseau se sépare de ses 2 étages supérieurs et se met en orbite autour de la Terre. Puis il s'arrache à l'attraction terrestre pour foncer droit sur la Lune. Au bout de 25 heures de vol, le Capcom à Houston, chargé de communiquer avec l'équipage, lit les gros titres des journaux aux astronautes qui expérimentent aussi la vie en impesanteur. Quand j'ai quitté mon siège, je voulais ressentir l'absence de gravité. Mais pendant que les astronautes profitent des joies de l'espace, au sol, les ingénieurs sont très inquiets. Car Apollo 8 réserve un moment délicat à l'équipage. Sur Apollo 8, pour la première fois, le vaisseau va passer derrière la Lune, il va disparaître. Comme il n'y a pas de satellite au-delà de la Lune pour retransmettre les communications sont coupées. La Lune fait écran. Jamais les astronautes ne révéleront leurs craintes au grand jour. Pendant 32 minutes, 3 hommes seront coupés du monde et livrés à eux-mêmes dans l'espace. Et si tout ne se passait pas comme prévu? Apollo 8, c'était
Oh mon Dieu, si ça se passait mal parce qu'on envoyait des hommes sur la Lune pour la première fois. C'est toujours comme ça pour les premières fois. On est inquiet à chaque étape du voyage, pas juste celle-ci ou celle-là. L'inquiétude est présente à chaque seconde. Il y a un code chez les pilotes. Si l'un des membres d'équipage a un moment de panique ou d'angoisse, ils n'en parlent pas. Et ils n'en parleront jamais. Apollo 8 sera l'une des missions clés pour tester les techniques utilisées ensuite par Apollo 11. Mais elle permettra aussi à des humains de voir de leurs propres yeux la face cachée de la Lune. Celle qui ne nous apparaît jamais. Nous étions très surpris de voir que la face cachée de la Lune était très rugueuse par rapport à la face visible, assez douce. On ignore toujours d'où vient cette différence. Lovell et Anders sont si captivés par la face cachée que Borman leur rappelle de se concentrer sur une manœuvre exceptionnellement délicate. À la 69e heure de vol, le vaisseau doit être placé en orbite autour de la Lune. Pour cela, les propulseurs seront rallumés pendant environ 4 minutes. La manœuvre d'insertion en orbite lunaire était très dangereuse. Si on allumait les moteurs trop longtemps, on pouvait s'écraser sur la Lune avant d'en avoir fait le tour. Mais si on ne les allumait pas assez, on serait parti hors de l'attraction lunaire dans l'espace, et Dieu seul sait où. Les astronautes décriront cet épisode comme les 4 minutes les plus longues de leur vie. Mais tout se passera comme prévu. Ils font une reconnaissance des lieux d'atterrissage possibles pour les prochaines missions, mais ils n'auront jamais la chance de se poser sur la Lune. Depuis leur habitacle, ils se contentent du spectacle à couper le souffle. À tel point qu'après plusieurs orbites lunaires, le commandant de bord doit imposer des heures de sommeil à son équipage. Alors, Bill Anders râle. Il est contre ça, il veut continuer à regarder par la fenêtre. Mais Borman lui dit, maintenant, vous ne discutez pas, vous allez vous coucher. Ce qu'ils viennent de contempler est en effet inédit. Lors de leur 4e rotation autour de la Lune, les astronautes d'Apollo 8 assistent par hasard à un lever de terre. Je crois que c'est Borman qui a vu ça en premier et qui a dit « Regardez, c'est superbe, on voit la Terre se lever ». Lovell m'a passé une pellicule couleur et j'ai commencé à prendre des photos. L'une de ces photographies, attribuée à Bill Anders, deviendra une image iconique. Elle montre la Terre en entier, avec un léger halo tout autour, qui représente l'atmosphère. Elle est sublime, cette Terre, comparée à la Lune. La NASA comprendra très vite l'intérêt de filmer et de retransmettre des images depuis l'espace. Mais l'objectif n'était pas que spectaculaire. Il fallait aussi justifier les milliards de dollars dépensés dans cette course. La NASA a ressenti le besoin d'expliquer, en particulier devant le Congrès, pourquoi le pays dépensait tant d'argent pour aller dans l'espace. Ils ont compris que les astronautes seraient de parfaits porte-parole. Alors, le 24 décembre, la NASA décide de retransmettre en direct la vie de l'équipage d'Apollo 8 au monde entier. Avec 1 milliard de téléspectateurs, le succès sera tel que la NASA décide d'inclure la vidéo dans toutes les missions du programme Apollo. C'est aussi grâce à ce test que le monde entier pourra découvrir l'incroyable duplex en direct depuis la Lune avec Apollo 11, quelques mois plus tard. Mais ce moment de grâce aurait presque fait oublier un épisode méconnu d'Apollo 8 qui aurait pu mettre fin prématurément à la mission et décaler tout le programme. Nous sommes au tout début du voyage. Les astronautes ont décollé depuis 18 heures seulement. Le commandant est épuisé. Les premières heures ont été éprouvantes.
Frank Borman avait décidé de se reposer. En tant que commandant, il était soumis à bien plus de stress que nous. Il a pris un somnifère et il est allé se coucher. Peu après, il a dit « Oups, je suis désolé ». Il a été victime de vomissements violents et de diarrhée. Dans l'espace confiné du vaisseau, c'est la panique. Borman, il est l'un des premiers astronautes à avoir ce qu'on appelle aujourd'hui le mal de l'espace. Quand on bouge un peu, en apesanteur, on est un peu désorienté, l'oreille interne a du mal à prendre ses repères et ça peut causer des nausées. Contre l'avis de Lovell et d'Anders, Borman insiste pour cacher l'incident au Capcom. La raison est simple. Il sait parfaitement que Houston annulera immédiatement la mission pour des questions sanitaires. Après de longues minutes, il acceptera d'en informer la NASA, mais par un canal confidentiel auquel le grand public n'aura jamais accès. Aucun pilote ne veut avouer au médecin de vol qu'il n'est pas en mesure de voler. Wally Schirra a été malade pendant Apollo 7, Frank Borman a été malade pendant Apollo 8, Armstrong et Lovell étaient enrhumés en revenant de la Lune. Il y a eu plein d'autres cas similaires, mais personne ne voulait l'admettre. Ce mal de l'espace sera une réalité pour la plupart des équipages, car la vie à 400 000 km de la Terre est loin d'être un conte de fées. Pour l'équipage d'Apollo 8, en ce 25 décembre, il est désormais temps d'enclencher le retour sur Terre. L'une des étapes les plus délicates de la mission. Après 10 révolutions autour de la Lune, les astronautes doivent rallumer le moteur du CSM, le module de commande et de service, pour s'arracher à l'orbite lunaire. En cas d'échec, Apollo 8 deviendrait un satellite permanent de la Lune dans lequel flotteraient les cadavres des 3 astronautes. Mais le moteur fonctionnera parfaitement, lançant Apollo 8 vers la Terre. Le module de service du CSM, qui contenait les ressources pour le voyage, n'est plus utile. Il est donc largué dans l'espace. Seul le module de commande, protégé par un bouclier thermique, rentrera sur Terre. À cette vitesse, la température est tellement élevée qu'elle peut faire fondre le métal. Le feu brouille les communications et il est impossible de parler pendant l'entrée dans l'atmosphère. Le module de commande et son équipage foncent alors tout droit vers le Pacifique. En orbite basse, nous sommes environ à presque 8 km par seconde, 28 000 km par heure. Quand vous revenez de la Lune, c'est de l'ordre de 11 km par seconde. Donc c'est presque un tiers fois plus rapide que les vitesses mises en jeu en orbite basse. Si on considère la Terre comme un ballon géant entouré de son atmosphère et qu'il y a un vaisseau spatial revenant de la Lune, la seule chose qui peut le ralentir, c'est l'atmosphère elle-même. L'angle doit être très précis, ni trop aigu, ni trop obtus. La marge de manœuvre est d'à peine 1,5 degré. Car le module de commande, violemment freiné par les hautes couches de l'atmosphère, ne doit pas être trop penché quand il arrive. Il pourrait soit s'embraser, soit rebondir sur cette atmosphère et se perdre dans le fin fond cosmique. L'ultime phase critique, c'est l'ouverture des parachutes, bien entendu. Il y a eu des cas dans l'histoire de l'exploration spatiale où ça s'est mal passé. Par exemple, le premier vol de Soyouz 1 avec l'astronaute russe Vladimir Komarov, le parachute ne s'est pas ouvert. Donc le vaisseau s'est écrasé et l'astronaute est mort. Le 27 décembre 1968, Apollo 8 entre dans la légende. Frank Borman, James Lovell et Bill Anders deviennent des héros nationaux, ouvrant la voie du succès pour les missions suivantes jusqu'au Graal encore à atteindre, se poser sur la Lune et en repartir. Au lancement d'Apollo 8, c'était la nouvelle Lune, un croissant très fin. Aujourd'hui encore, quand je regarde la Lune au moment du mois où c'est un croissant,
Je ressens des frissons dans le cou qui me rappellent que je suis allé là-bas. À tous les niveaux, Apollo 8 aura été une mission considérablement ambitieuse. Placer 3 hommes en orbite lunaire et les ramener sains et saufs sur Terre n'a encore jamais été accompli. Si l'équipage n'avait pas réussi cet exploit, Apollo 11 n'aurait jamais posé 2 hommes sur la Lune. La mission Apollo 8 a eu comme grande première de permettre à des humains de quitter l'influence de la Terre pour finalement aller se soumettre à l'influence d'un autre corps céleste. Gonflée à bloc, la NASA décide qu'elle est prête à se poser sur la Lune après 2 autres tests. L'agence programme alors 12 missions supplémentaires jusqu'à Apollo 20 pour envoyer au total 20 astronautes sur la Lune. Mais l'histoire ne se passera pas tout à fait comme prévu. Les 3 astronautes qui ont rendez-vous avec la gloire sont Michael Collins, le pilote du module de commande d'Apollo 11, Buzz Aldrin et Neil Armstrong, le commandant de la mission qui devra poser Eagle, l'incroyable module lunaire, sur la Lune. Le module lunaire est l'un des plus beaux engins jamais imaginés et construits. Certains aspects de la conception représentaient un réel défi. Le vaisseau devait être très puissant, très résistant, très robuste, mais le plus léger possible. Le module lunaire, baptisé Eagle, l'aigle, est l'élément clé de la mission Apollo 11. C'est lui qui se détachera du vaisseau resté en orbite et qui atteindra la Lune. Ce sera une boîte de survie pour les astronautes permettant de vivre plusieurs jours sur place. Pour concevoir ce module lunaire de 7 mètres de hauteur, la NASA sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Elle fait alors appel à la société Grumman, l'un des plus grands fabricants d'avions militaires et civils. Pourtant, le LEM donnera bien des sueurs froides à ses ingénieurs, car il doit être infaillible et extrêmement léger. Au début, Grumman a imaginé une cabine sphérique avec de grandes baies vitrées, avec des sièges pour les pilotes. Les baies vitrées, si on veut qu'elles soient étanches, elles sont très lourdes. Donc on a commencé à supprimer des baies vitrées. On a aussi, évidemment, enlevé les sièges des pilotes. Quand Grumman remporte l'appel d'offres de la NASA en 1962, le budget de 350 millions de dollars doit lui permettre de développer un module confortable, imaginé pour voler uniquement dans le vide de l'espace. L'enveloppe du module lunaire n'était pas plus épaisse que 3 couches d'aluminium. Si les astronautes n'étaient pas prudents, ils pouvaient transpercer les murs avec leurs bottes. Grâce à des hamacs, ils pouvaient dormir à l'intérieur pendant qu'ils étaient sur la Lune. Ce n'était pas le Ritz, mais c'était assez spacieux quand même. À la fin de l'année 1964, les plans du module lunaire sont enfin prêts. Grumman fabrique alors des dizaines de prototypes, puis un premier module final livré à la NASA. Si l'agence spatiale n'avait pas réalisé de tests supplémentaires, Apollo 11 n'aurait certainement jamais atteint la Lune en 1969. Car le module a été bâclé et les essais sont catastrophiques. Le module lunaire, quand il a été livré à la NASA, présentait d'énormes défauts. En particulier, il avait beaucoup de fuites au niveau des réservoirs et des tuyaux qui acheminaient le carburant. En fait, ça ressemblait à une passoire. Jusqu'à Apollo 11, les missions permettront de finaliser le module lunaire dont le coût dépassera toutes les prévisions de la NASA. 13 millions de dollars à l'époque, soit plus de 93 millions de dollars aujourd'hui. Le vaisseau était une technologie compliquée à mettre au point parce qu'on ne pouvait pas faire de tests sur Terre. Et donc, Apollo 9 et 10 n'ont servi qu'à tester ce vaisseau dans l'espace. Le résultat est fascinant. Un module de 15 tonnes en 2 parties. La première est un étage de descente pour aller sur la Lune, sorte de boîte octogonale contenant les équipements et les consommables comme l'eau et l'oxygène. Cet étage dispose de 4 jambes adaptées à la consistance poudreuse du sol lunaire. Ah, le module lunaire. C'est le plus beau vaisseau spatial jamais construit. Je le trouve fantastique. Au-dessus se trouve un étage de remontée pressurisé
qui héberge 2 astronautes et dispose d'un système de navigation par ordinateur dont la puissance serait aujourd'hui équivalente à celle d'une calculatrice. Cet étage sera le seul à quitter la Lune grâce à un moteur puissant. Il n'y a qu'un seul moteur sur l'étage de remontée du module lunaire. Si celui-ci ne s'allume pas, les astronautes vont rester sur la Lune, c'est fini. Pour tester le LEM sur Terre, la NASA n'a qu'une seule solution. Mettre au point un drôle d'engin efficace, mais imprévisible et particulièrement dangereux. Il a fallu créer un vaisseau un peu spécial qui volerait dans l'atmosphère terrestre pour le tester sur Terre, mais qui reproduirait les sensations et les réactions qu'il aurait lors d'une approche lunaire. Ce vaisseau était très dangereux, il y a eu plusieurs accidents d'ailleurs, dont un lors d'un vol effectué par Neil Armstrong. Le 6 mai 1968, le futur héros d'Apollo 11 est en plein vol d'essai, mais le vaisseau ne répond plus. Son calme lui sauvera la vie. S'il s'était éjecté 1 ou 2 secondes plus tard, il mourrait. Donc il a su prendre la bonne décision instantanément, sans avoir dans le ton de sa voix le moindre signe de panique, de doute. Un caractère permettant à Neil Armstrong de gérer sans stress l'alunissage du module lunaire, qui aurait pu terminer en drame quelques semaines plus tard, le 20 juillet 1969. Plus de 50 ans après, nous pensions tout savoir sur Apollo. Mais ce programme de la NASA conserve encore quelques mystères que nous allons vous révéler. Neil m'a confié ça, et je ne trahirai jamais sa confiance. Ce qui se passe sur la Lune reste sur la Lune. Pendant plus de 8 ans, l'agence spatiale américaine aura dû se battre contre des défis technologiques, des aléas financiers et un adversaire redoutable, l'URSS, qui voulait aussi marquer l'histoire. Pourtant, après tant d'efforts, pourquoi le programme s'est-il si brutalement arrêté alors que 6 hommes devaient encore marcher sur la Lune? Quels sont les derniers secrets d'une aventure qui aura vu passer 4 présidents, aura causé la mort de 3 astronautes et frôlé d'autres drames à plusieurs reprises? Cette histoire n'est pas une fiction. C'est le pari d'un président et de 400 000 personnes, toutes tournées vers un seul objectif: emmener enfin l'Amérique sur la Lune. « 16 juillet 1969. Il est 9h32 du matin en Floride et la foule qui se presse autour des tribunes officielles de Cap Kennedy est immense. Certaines personnes ont même campé sur place pour ne pas rater l'événement. Plus d'1 million de personnes s'étaient agglutinées autour de Cap Kennedy. Il n'y avait plus de place. Les routes étaient bloquées. 3500 journalistes ont fait le déplacement depuis 55 pays pour assister à un événement, le décollage de la fusée Saturn V, qui doit emmener 3 hommes jusqu'à la Lune. Tout en haut du lanceur, à plus de 100 mètres de hauteur, les astronautes attendent le compte à rebours dans le vaisseau Apollo. Constitué du module de commande et de service coiffé du module lunaire, il paraît minuscule à côté de la fusée. L'équipage, il est dans un tout petit habitacle tout en haut. C'est-à-dire que seulement 1% de tout ce qui décolle est utile en fin de compte et va servir à la mission d'aller sur la Lune et de revenir. Les 3 astronautes sont assis sur l'équivalent de 540 tonnes de TNT, car le décollage de Saturn V équivaut à celui de 600 avions de chasse mis bout à bout. Des 3 étages de la fusée, c'est celui situé le plus proche du sol qui doit initier la poussée grâce à ses 5 moteurs. Lentement, Saturn V s'élève au milieu d'un immense nuage essentiellement formé par la condensation de l'eau. Parce que les propergoles, les carburants de la fusée, sont très froids, de la glace se forme en attendant le décollage. La mise à feu la fera exploser de façon spectaculaire. La fusée Saturn V, en dehors de la bombe atomique, au moment où elle décolle, c'est l'objet humain qui fait le plus fort bruit jamais enregistré.
Lors du premier lancement d'Apollo 4 en 1967, les vibrations étaient telles qu'à 5 km de là, les plaques du toit de la tribune de presse se sont effondrées, les vitres vibraient. Les 5 moteurs du premier étage propulsent les astronautes à 4,5 G jusqu'à plus de 60 km de hauteur. Ils se détachent et c'est le second étage qui prend le relais jusqu'à 185 km d'altitude à une vitesse de 24 600 km/h. Après son largage, seul le troisième étage est utilisé pour positionner la fusée en orbite terrestre et ensuite partir vers la Lune. C'est à cet instant que l'équipage doit gérer une phase particulièrement délicate. Le module de commande et de service effectue dans l'espace une rotation à 180 degrés pour fixer Eagle, le module lunaire, sur sa pointe avant. Puis, le reste de la fusée est abandonné dans le vide spatial. Commencent alors les étapes les plus décisives d'Apollo 11. Elles suivent toute une théorie encore jamais testée dans l'espace, le rendez-vous en orbite lunaire. Dès 1959, avant même la prophétie de Kennedy, la NASA lance une série d'études sur la meilleure technique pour envoyer des hommes sur la Lune, mais aucune solution n'est choisie. Il y avait 3 possibilités techniques en discussion pour parvenir à rejoindre la Lune. Parmi les différentes options étudiées, l'une d'elles est proposée par un ingénieur de la NASA, John Hubolt. Elle consiste à utiliser une fusée puissante pour envoyer 3 modules vers la Lune. Un seul y descendra, le module lunaire, alors que le module de commande et de service, ou CSM, restera en orbite, c'est-à-dire en rotation autour de la Lune pour l'attendre. Mais personne ne semble y croire. Il faudra la persévérance de cet homme seul contre tous pour imposer sa vision. La seule viable, en réalité. John Hubolt n'était que l'un des ingénieurs travaillant sur ces questions. Il a décidé seul de défendre sa conviction auprès de ses supérieurs à la NASA et même du gouvernement en 1961. La direction de la NASA sera finalement convaincue. Et en 1962, le rendez-vous orbital lunaire est choisi comme méthode pour aller sur la Lune et en revenir. Le 20 juillet, après 13 révolutions autour de la Lune, Eagle, où se trouvent Neil Armstrong et Buzz Aldrin, s'apprête à se décrocher du module de commande piloté par Michael Collins. Pour la première fois de l'histoire, 2 astronautes s'approchent de la Lune pour s'y poser. À Houston, dans la salle de contrôle, le cœur des ingénieurs cesse de battre. Quand le module lunaire s'est séparé du module de commande, on ressentait une telle énergie. Ils étaient prêts à conquérir la Lune. Quand le module lunaire entame sa descente propulsée vers la Lune, Armstrong et Aldrin sentent de nouveau la pesanteur sur leur corps. Ils savent alors que la Lune est toute proche et qu'elle exerce son pouvoir d'attraction. Neil aperçoit le site d'alunissage. Tout se passe comme prévu. Mais à 1830 mètres du sol lunaire, les ordinateurs d'Eagle se mettent à clignoter. Des alarmes retentissent et les erreurs 1202 et 1201 s'affichent sur les écrans. Le moment le plus stressant s'est produit à mi-chemin vers la Lune. On a eu une série d'alarmes parce que les ordinateurs étaient trop sollicités pour accomplir toutes leurs tâches. Ils se sont concentrés sur l'essentiel, le guidage, la navigation et le contrôle.
Quelques jours avant, les simulations avaient révélé qu'utiliser les deux systèmes à bord pour l'alunissage pouvait surcharger l'ordinateur de bord et déclencher l'alarme 1201. Perturbé par l'alarme, Armstrong ne réalise pas que l'ordinateur de bord les précipite sur un cratère. Eagle risque de se cracher sur le sol lunaire. La mission est compromise. Mais ce qui se passe dans la cabine de pilotage est exceptionnel. Neil Armstrong, dans un calme prodigieux, passe en mode manuel et tente le tout pour le tout. Nous sommes formatés à être ce qu'on appelle en anglais problem solver, c'est-à-dire solutionneur de problèmes, et Neil Armstrong était dans cette mentalité. Les réserves en carburant s'épuisent. Un site doit être trouvé de toute urgence. Il ne reste que 60 secondes. Il ne restait que 3% de carburant quand ils ont alluni. Quelques secondes de plus, et la mission aurait dû être annulée. Il n'y a pas de réserve comme sur les voitures, où l'on se dit « je peux encore faire 15 ou 20 km pour trouver une station essence ». Dans le module lunaire, quand la jauge indique que c'est vide, le moteur s'arrête. Alors que le propergol, le carburant du module lunaire, est presque totalement consommé, Armstrong parvient à se poser sur la mer de la tranquillité. J'étais assis, mais je ne touchais rien. Mes pieds ne touchaient pas le sol, mon dos ne touchait pas le dossier de la chaise, et mes bras ne touchaient pas les accoudoirs. Je me sentais comme en lévitation. Nous sommes le 20 juillet 1969, à 15h17 et 39 secondes, heure de Houston. Il a atterri si délicatement que Buzz Aldrin jette un œil au tableau de commande. Le temps est suspendu. C'est Neil Armstrong qui brisera le silence avec une phrase que personne n'oubliera jamais. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Le Capcom Charlie Duke est obligé d'élever la voix pour lui répondre, dans le brouhaha d'applaudissements et de cris de la salle de contrôle de Houston. Sans le sang-froid de Neil Armstrong, Apollo 11 aurait certainement connu un autre destin. Et derrière son étonnante personnalité, la NASA a su très tôt déceler chez cet homme discret l'étoffe d'un héros. Ce qui est un peu frustrant avec Neil Armstrong, quand vous lui demandez alors c'était comment sur la Lune, sa réponse classique c'est « I was just doing my job ». Il était très réservé. C'était difficile d'avoir une proximité avec Neil. Comme beaucoup d'astronautes, son premier mariage s'est mal terminé, et c'est aussi parce qu'il était une personne difficile à comprendre. Sur la Lune, protégé par Eagle, le silence qui entoure les deux astronautes est sidéral. Ils sont sur un astre désolé, vide et stérile. Mais qui pour fouler ce sol vierge en premier? En coulisses, la décision de la NASA aura suscité de nombreuses polémiques et des déceptions jamais avouées. Buzz Aldrin a cru pendant longtemps qu'il serait le premier à marcher sur la Lune. Je pense que cette histoire a été mal gérée, notamment par Dick Slayton, qui était le chef des astronautes à l'époque, qui a laissé un flou monumental, alors que tout le monde voulait savoir. La décision sera pourtant implacable de logique. En tant que pilote du LEM, Armstrong, du bon côté de la porte, sortira plus facilement le premier. Même si Buzz Aldrin désirait ardemment être le premier homme à marcher sur la Lune, il n'était pas le commandant de la mission. Il n'avait pas le pouvoir de prendre une telle décision. À 21h56, heure de Houston, après de longues minutes à tenter de passer à travers l'écoutille du vaisseau, Neil Armstrong pose le pied sur l'échelle qui le sépare du sol lunaire. Le monde entier arrête de respirer.
Le moment qui s'écrit sera le plus marquant de l'histoire scientifique moderne. Un cinquième de la population mondiale regarde cet exploit en quasi direct, car pour gagner la guerre de l'image, la NASA a fait les choses en grand. Une quarantaine de chaînes de télévision sont présentes au centre de Houston, mais une seule vient du bloc de l'Est, elle est roumaine. Sur les télévisions en noir et blanc, l'image transmise par la caméra du LEM est médiocre, mais elle suffit à unir la Terre entière. Sur les premières images, c'est vraiment difficile de voir quoi que ce soit. Si vous pouvez distinguer le pied de Neil se poser, vous êtes vraiment plus doué que moi. Partout dans le monde, les gens avaient les yeux rivés sur les images en noir et blanc transmises par signal radio via de nombreuses antennes et rediffusées partout dans le monde. Neil Armstrong descendant l'échelle du module lunaire et faisant les premiers pas sur la Lune. Mes parents sont venus nous réveiller, ma sœur et mon frère jumeau et moi. Donc, ils nous ont installés devant la télévision qu'ils avaient achetée exprès pour ça, quelques semaines auparavant. Et ça a certainement marqué mon enfance avec l'envie d'aller dans l'espace pour vivre une aventure extraordinaire comme celle-là. Armstrong se laisse tomber sur le sol et prononce ces mots, désormais gravés dans le marbre. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Texte prémédité ou simple improvisation. Jusqu'à sa mort en 2012, Armstrong maintiendra la même version. Les mots lui sont venus une fois sur la Lune, pas avant. Pourtant, depuis la mort de l'astronaute, certains témoignages laissent entendre qu'il aurait préparé cette phrase à l'avance. Il m'a dit « Je ne veux pas dire « on a battu les Russes », je ne veux pas dire que l'Amérique a réussi. Je veux dire que l'humanité l'a fait. » Son frère lui a dit « N'en parle pas, maman, laisse-lui la surprise. » Dès ce premier pas, toutes les paroles et tous les faits et gestes seront transmis en direct. Neil Armstrong commence à photographier méthodiquement la Lune. Mais emporté par ses observations, il oublie qu'il n'est pas seul. Après 19 minutes, Buzz Aldrin sort enfin du vaisseau. Buzz sort du module pour descendre sur la Lune. Il dit à Neil « Je m'apprête à fermer la porte. » Et Neil lui répond « Ne la ferme pas à clé. » S'ils s'étaient retrouvés enfermés dehors, ils auraient eu un problème. Avant de s'aventurer sur la Lune, Buzz fait quelques tests avec l'échelle et se laisse à son tour tomber sur le sol. Les deux astronautes doivent maintenant suivre la checklist cousue sur leurs manches. Plusieurs dispositifs scientifiques sont installés, dont un réflecteur laser qui permettra de mesurer, via un faisceau, la distance depuis la Terre. La sortie extravéhiculaire, ou EVA, se déroule parfaitement. Au sol, pourtant, l'angoisse demeure. Car la survie des astronautes ne tient désormais qu'à un élément, leur combinaison spatiale. Pour beaucoup de personnes, c'est juste une enveloppe étanche, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a à l'intérieur un système qui contrôle la pression, la température, la composition de l'atmosphère intérieure. C'est un véritable vaisseau spatial à lui tout seul. Défi technique sans précédent, la combinaison Apollo aura nécessité 5 ans de développement. Chaque modèle coûte plus de 100 000 $, mais le fabricant avait carte blanche. On n'avait aucune limite. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour mettre ces combinaisons au point. Composée de 25 couches superposées, elle devra protéger les astronautes des météorites et supporter des écarts de températures extrêmes. Mais avant Apollo 11, cette combinaison n'aura jamais été testée totalement en conditions réelles. J'avais peur que nous ayons une mauvaise surprise que personne n'avait anticipée. Eh bien non, tout s'est passé comme prévu.
Apollo 11 comporte de nombreuses étapes symboliques. Parmi elles, l'installation du drapeau américain. Contrairement à la légende, la NASA a longtemps hésité avant d'embarquer un tel symbole. À tel point que la bannière sera placée à bord du LEM peu de temps avant le décollage. Un drapeau américain planté sur la Lune, comme un symbole de cette nouvelle conquête, aurait pu être interprété comme un formidable outil de propagande. Un outil pour s'assurer le soutien des nations indécises face à l'influence soviétique. Pour qu'il flotte alors qu'il n'y a pas d'atmosphère, une tige de maintien a été ajoutée. Mais une énigme reste encore irrésolue à ce jour. Au moment où Armstrong et Aldrin déploient le drapeau américain, finalement c'est le symbole de la réussite. À ce moment-là, alors que les astronautes décrivent tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils vont faire, il n'y a plus un mot. Ça dure peut-être 10 minutes, ce qui est extrêmement long. Jamais ce moment de silence ne se reproduira. Recueillement ou moment de doute? Personne ne peut répondre. Seule certitude, l'image de Buzz Aldrin posant fièrement devant son drapeau fera le tour du monde. La mission est interrompue par un duplex avec Richard Nixon, le président des États-Unis. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made from the White House. Face à la caméra, les deux astronautes écoutent les mots de leur président, saisis par l'intensité de cet épisode. Seul Armstrong prendra la parole. Thank you, Mr. President. It's a great honor and privilege for us to be here. Pétrifié par le moment, Buzz Aldrin, lui, ne prononcera pas un seul mot. Peu de temps après, Neil Armstrong prendra la photographie la plus iconique du programme Apollo. L'astronaute apparaît en reflet dans la visière de Buzz Aldrin. Il n'existe aucune autre image d'Armstrong sur la Lune. Les mauvaises langues disent, oui, Buzz Aldrin a fait exprès de jamais lui demander « Écoute, passe-moi l'appareil, je vais te prendre en photo » parce qu'il est très frustré de ne pas avoir été le premier. Mais c'est l'histoire, c'était comme ça, chacun a rempli sa tâche. Elle est mythique, cette photo. Elle est mythique et en fait, c'est la première photo liée au programme Apollo que j'ai eu affichée dans ma chambre quand j'étais gamin. Cela fait 2 heures que les deux astronautes sont à l'extérieur du module lunaire et il faut déjà repartir. Quand les scientifiques ont su que la sortie extravéhiculaire durerait 2 heures, ils étaient très déçus. Ils voulaient accomplir plein d'expériences. Armstrong et Aldrin n'ont pas marché sur la Lune, ils ont piétiné sur la Lune. Seul Armstrong, à la fin de la sortie, a pris la tangente et on le voit disparaître. Il prend une photo du site d'atterrissage de loin et on ne saura après le retour en voyant ces photos qui s'est éloigné à ce point. Neil Armstrong et Buzz Aldrin emportent aussi avec eux ce qui constituera la première banque d'échantillons lunaires. Près de 22 kilos pour cette première mission, 400 kilos au total à la fin du programme Apollo. Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont rapporté des containers remplis de roches. Elles ont été réparties dans des centaines de laboratoires, en Europe, en Asie, aux États-Unis. Ces échantillons ont pu être datés et on s'est aperçu qu'ils étaient très anciens, vieux de plus de 3 milliards d'années. Avant de repartir, Buzz Aldrin prend une dernière photographie. Ses empreintes laissées en gros plan sur ce sol gris et collant. Celle que tous les magazines légenderont comme étant le premier pas sur la Lune. Le véritable premier pas de Neil Armstrong, en réalité, a été effacé par les allées et venues des deux astronautes. Cette photographie montre plutôt l'un des derniers pas. Buzz Aldrin et Neil Armstrong agrippent à tour de rôle l'échelle qui les sépare de l'étage supérieur du LEM.
La mission aura été filmée de bout en bout. Pourtant, certains moments soulèveront encore des questions jusqu'à très récemment, comme l'objet laissé sur la Lune par Armstrong pour sa fille disparue. Ce qui se passe sur la Lune reste sur la Lune. On ignore toujours une partie de ce que les astronautes ont fait, ce qu'ils ont laissé et ce qu'ils ont pris. Michael Collins, qui orbite seul depuis plus de 24 heures dans le module de commande, se prépare à réceptionner ses coéquipiers. Il n'aura jamais la chance de voir la Lune de près, mais son rôle aura été essentiel. Michael Collins avait une responsabilité épouvantable. Récupérer l'équipage ou revenir sans lui. Il était préparé à ça. La hantise de Collins est que le moteur de remontée du LEM ne fonctionne pas, car il n'a bien sûr jamais été testé sur la Lune. L'étage de remontée, qui est placé sur la partie basse du module lunaire, a son propre moteur. Un moteur fantastique. Quand on l'allume, il décolle comme un feu d'artifice, mais il est totalement incontrôlable. Il vous ramène en orbite, c'est tout. Seul l'étage du LEM quittera la Lune après la mise en route du moteur. La partie basse restera sur place avec les déchets laissés par l'équipage lors de la mission. Si le moteur ne s'allume pas, Collins rentrera seul sur Terre. Le moment est si angoissant que Buzz, avec son imposante combinaison, casse par maladresse l'un des boutons de mise à feu en rentrant dans la cabine. Impossible de décoller. Un nouvel imprévu pour une mission retour qui s'annonce déjà périlleuse. À tel point que le président Nixon avait fait préparer un discours d'adieu en cas d'échec. Un discours avait été préparé pour le président Nixon pour rendre hommage à l'engagement des astronautes et demander au pays de se souvenir de leur sacrifice. Le destin a conduit 2 hommes sur la Lune pour l'explorer en paix. Qu'ils reposent aussi en paix sur la Lune. Si Buzz Aldrin n'avait pas eu l'ingénieuse idée d'utiliser un simple stylo pour faire pression sur le bouton cassé, Nixon aurait peut-être dû prononcer ce lugubre discours. Et Eagle n'aurait jamais décollé de la Lune. Mais l'histoire s'écrira autrement. Dès la mise à feu, les astronautes ressentent l'explosion du moteur qui fait décoller le premier étage du LEM. Le drapeau américain, planté trop près du vaisseau, est couché par le souffle de la propulsion. Collins ajuste sa trajectoire pour réceptionner ses compatriotes. Mais rien n'est gagné. Il faut désormais gérer l'entrée dans l'atmosphère terrestre. L'atmosphère exerce une forte résistance. On descend à 58 000 km/h. Elle essaie de vous stopper. Et la force de l'accélération entre en jeu. Ils ont dû contrôler les manettes avec leurs jambes. L'arrivée est comme dans un grand 8. Il faut pénétrer dans l'atmosphère sans perdre trop de vitesse. Le 24 juillet 1969, presque 200 heures après le décollage, la capsule Apollo 11 plonge dans le Pacifique. Le vaisseau spatial a été totalement désinfecté et les astronautes placés en quarantaine à leur retour. Les échantillons ont été analysés et il est rapidement apparu qu'il n'y avait aucune vie et aucun risque de contamination provenant de la Lune. L'équipage fera ensuite le tour du monde. Apollo devient le symbole de la superpuissance américaine. L'histoire aurait pu s'arrêter sur cette victoire. À peine Apollo 11 terminé, nous avons dû préparer Apollo 12. On n'a pas eu le temps de savourer ce qui venait de se passer. On devait préparer la suite. Car pour confirmer son écrasant succès,
la NASA lance Apollo 12 en novembre 1969. La mission est une réussite, soldée par 2 sorties extravéhiculaires et plus de 31 heures passées sur le sol lunaire. Pourtant, le public n'est plus au rendez-vous. Le pari de Kennedy était rempli, l'exploit était immense. Mais l'agence décide tout de même de continuer avec Apollo 13, la mission de trop. La nation ne s'y intéressait plus. Mais quand la mission est devenue une question de vie ou de mort, la population s'est de nouveau passionnée. Le 11 avril 1970, James Lovell, Jack Swigert et Fred Haise décollent à bord de la mission Apollo 13 dans l'indifférence générale. Après 55 heures de vol, Swigert effectue une tâche de routine dans les réservoirs d'hydrogène et d'oxygène. Quelques minutes plus tard, les astronautes ressentent un choc et tout le vaisseau se met à vibrer. Les 2 modules étaient en métal. La sensation était comme de se retrouver dans une grande boîte de conserve percutée par une masse. Une sorte de bruit de réverbération. Ils ne le savent pas encore, mais le réservoir d'oxygène numéro 2 vient d'exploser. Pour l'instant, ils pensent avoir été heurtés par une météorite. Jim Lovell était déjà en train de se diriger vers le module de commande via le tunnel. Et il a lancé ce message. « Houston, nous avons un problème. » Au début, on a répondu « Quel que soit le problème, on s'occupe de le réparer. » Mais il est très vite apparu qu'il s'agissait d'un problème irréparable. Les alarmes et les voyants d'urgence s'affolent. La tension dans les systèmes électriques est en train de chuter. En quelques minutes, le petit problème du départ devient une situation désespérée. Sans énergie, sans oxygène, les astronautes n'ont aucune chance de survie. Les possibilités étaient horribles. Être bloqué dans l'espace, perdre tout l'oxygène petit à petit, s'écraser sur la surface lunaire ou brûler vif si le vaisseau spatial rentrait trop vite dans l'atmosphère terrestre sans pouvoir ralentir, laissant les cendres des astronautes flotter dans le vide. J'ai instantanément ressenti une sorte de nausée, parce que je savais que nous n'atteindrions jamais la Lune. À 320 000 km de là, sur Terre, c'est la panique. Houston a déjà annulé la mission Apollo 13 et tente maintenant de sauver ces 3 hommes. Le directeur de vol, Gene Kranz, a regardé tout le monde. Il a dit « Nous allons ramener ces hommes. L'échec n'est pas une option. » Kranz a dit à tout le monde de la boucler. Il ne l'a pas dit comme ça, mais tout le monde avait compris le message. La seule communication serait soit une mauvaise nouvelle, soit une alerte sur le carburant ou une demande de l'équipage. Gene Kranz décide alors d'appliquer une méthode inédite. Pour éviter d'épuiser les réserves et gagner du temps, il demande à l'équipage de couper tous les systèmes électriques. Un choix lourd de conséquences. C'est comme à la maison. Si vous voulez préserver l'électricité, vous éteignez toutes les lumières sauf une. C'est ce qu'on a fait. Il y a eu une forte émotion. J'avais peur qu'en éteignant tout, on ne puisse plus rien rallumer. La température du module lunaire est passée sous la barre de 1 degré. Les tenues n'étaient pas appropriées. On a fini par mettre nos sous-vêtements de rechange. On avait 3 couches sur nous. On ne pouvait pas faire mieux. Pendant que le module de commande continue de perdre son oxygène, Houston fait un choix qui était certainement la seule option de survie. L'équipage abandonne le module de commande et rejoint Aquarius, le module lunaire qui n'a pas été endommagé. Conçu pour seulement 2 hommes, le module lunaire devra en sauver 3.
Le public, qu'Apollo n'intéressait plus, se passionne soudainement pour ce scénario catastrophe. Tout d'un coup, l'Amérique s'est inquiétée pour ses hommes, pour leurs enfants, pour leurs femmes. Ils ont été adulés comme des célébrités, tout le monde voulait qu'ils reviennent. Mais à l'intérieur d'Aquarius, l'équipage est au bord de l'asphyxie. Le module lunaire où s'étaient réfugiés les astronautes n'était pas conçu pour accueillir 3 personnes. Très vite, l'atmosphère est devenue irrespirable à cause du dioxyde de carbone rejeté par l'équipage. On nous a demandé si nous avions une capsule de poison. Mais non, il n'y avait pas ça. C'était facile. Il suffisait d'ouvrir la trappe. On serait mort en un instant. Inutile d'avoir quoi que ce soit. En quelques minutes, Houston trouve une idée géniale. Adapter les filtres plus efficaces du module de commande à Aquarius afin de purifier l'air. On a dû composer avec les filtres de forme carrée qui se trouvaient dans le module de commande hors de service. Nous les avons adaptés au modèle rond du module lunaire. La technique fonctionnera parfaitement. Elle permettra à l'équipage de gagner quelques heures supplémentaires de survie pour se battre jusqu'au bout. En pilotage manuel, Swigert et Hayes modifient la trajectoire des 2 vaisseaux pour rentrer sur Terre. Mais avec un module de commande partiellement fonctionnel, la manœuvre est périlleuse. Lovell ira même jusqu'à utiliser sa montre pour chronométrer la mise à feu des moteurs. Nous ne pouvions pas prendre de risques. À cause des débris autour du vaisseau suite à l'explosion, il était impossible de discerner les étoiles des débris. Pendant plus de 5 minutes, les communications radio seront coupées. Impossible pour Houston de savoir si l'équipage a pris la bonne trajectoire. La tension est invivable. C'était horrible. Et quand la communication a été rétablie après 5 minutes et qu'on a entendu « Ici Apollo 13, nous vous recevons », on s'est demandé ce qu'il s'était passé. C'était un miracle. Le 17 avril 1970, Apollo 13 atterrit avec succès dans le Pacifique. L'incroyable film d'aventure aura été suivi par la Terre entière. Apollo 13 a été incroyable, parce que la mission est devenue une aventure humaine inédite, quelque chose qui aurait pu faire l'objet d'une magnifique œuvre de fiction, un grand récit d'ingéniosité et d'intelligence humaine. La suite de l'histoire d'Apollo est beaucoup moins réjouissante. La NASA avait prévu de conduire le programme jusqu'à Apollo 20. Mais l'accident d'Apollo 13 et la guerre du Vietnam feront évoluer les priorités politiques. L'engouement populaire s'est estompé, parce que les villes étaient en proie à de graves problèmes. Les écoles n'avaient plus de moyens, et la population a exprimé un avis très tranché sur la question. Les statisticiens ont analysé les probabilités d'échec des missions suivantes et ont trouvé qu'il y avait 50% de risque de perdre un équipage si on poursuivait les missions jusqu'à Apollo 20. Le 20 septembre 1970, la NASA annonce l'arrêt définitif du programme alors que 3 fusées Saturn V sont déjà fabriquées. Apollo 17 sera la dernière mission. Alors que Kennedy aura galvanisé toute une nation avec sa prophétie et emmené au total 12 astronautes sur la Lune, Nixon, lui, sera l'homme qui brisera le rêve. Le président a dit « C'est peut-être la dernière fois au cours de ce siècle ». On s'est dit « Seigneur, on a travaillé si dur, on est allé sur la Lune, on a accompli tant de choses et on n'y retourne pas. Quel dommage de perdre cet avantage ». Nixon envisage ouvertement qu'avant la fin du XXe siècle, on ne retourne pas sur la Lune. En fait, il avait ô combien raison, puisque même à ce début du XXIe siècle, personne n'y est retourné. Jamais l'agence spatiale américaine n'aura connu une telle frénésie que pendant la décennie Apollo.
les retombées scientifiques et politiques du programme ont été considérables. Mais après un tel exploit, comment aller encore plus loin? Beaucoup de gens se demandent ce que sera l'étape suivante. Qu'allons-nous faire ensuite? La Lune n'a pas été visitée depuis un demi-siècle. Les crédits ont largement diminué, mais les scientifiques rêvent d'une prochaine étape à des dizaines de millions de kilomètres de notre Terre. Le budget de la NASA est de 20 milliards de dollars. À l'époque, c'était 60 milliards. Et on veut aller sur Mars. On peut toujours faire mieux que ce qu'on pense. Regardez Apollo. C'était presque irréalisable dans les délais impartis. Presque impossible. Pourtant, nous avons réussi. C'est bien de voir les choses comme ça. Quand l'homme reviendra sur la Lune, il ne trouvera plus cette fois le monde stérile et quasi vierge qu'il avait rencontré en 1969. À sa surface, sous une épaisse couche de poussière lunaire, trônent toujours les restes des modules Apollo, les 3 jeeps lunaires des dernières missions et les sondes écrasées depuis 1959. Au total, plus de 180 tonnes de matière d'origine terrestre y ont été déposées. Nous n'avons ramené que moins d'une demi-tonne de Lune sur Terre.